super, mais merci, bienvenue. Bienvenue, je peux dire mesdames, parce qu'on est, bon, voilà, un groupe de femmes en ce vendredi après-midi. Voilà, je ne sais pas, j'ai ma collègue aussi, Isabelle, si tu veux dire un petit coucou avant que je commence pour qu'on puisse mettre un visage avec ma co-auteure, collègue. Ben écoutez, bienvenue à vous. Hein? C'est un vendredi, il fait doux dehors. On aurait pu aller prendre une petite marche à la place. Donc, on vous remercie d'assister à cette petite formation en souhaitant que cela puisse vous être utile. Donc, je pense on va partir le bal parce qu'on a quand même du contenu à vous présenter aujourd'hui. Super. Donc, voilà. Fait que oui, donc notre livre qui est sorti, on vous dirait, fin février à quelques semaines avant la première vague de la pandémie. Donc, il n'a pas été écrit dans ce contexte-là. De l'anxiété et du stress, il y en avait avant la pandémie. Elle est juste peut-être exacerbée présentement avec le contexte actuel. Voilà, on va vouloir regarder un peu comme le titre de la conférence l'indique, de peut-être apprendre à cesser de se battre avec le stress et l'anxiété qui est souvent un réflexe qui est ancré chez nous. Parmi les objectifs, vous voyez bien à l'écran tout le monde ce qui est projeté, vous le voyez, super. Oui. Si jamais l'image elle est cachée, juste changer le mode de présentation si la galerie vous bloque, vous pouvez le mettre d'une façon pour mieux voir la présentation. Donc, parmi les objectifs qu'on va regarder ensemble, on va aborder un peu pourquoi un autre livre sur l'anxiété. Il en existe plusieurs. Alors, pourquoi un autre? Est-ce qu'il y a encore un besoin en 2020 d'avoir un livre sur l'anxiété? On va démystifier peut-être certains aspects de l'anxiété, défaire certains mythes qui sont encore très courants, malgré toutes les avancées scientifiques, toutes les communications qui peuvent être diffusées. Il y a encore beaucoup de mythes qui circulent face à l'anxiété. On va regarder ensemble aussi brièvement un peu comprendre notre rapport face à l'inconfort émotionnel. Donc, quand on parle d'inconfort émotionnel, c'est sûr qu'on va rentrer dans ça, le stress, l'anxiété, nos peurs, les doutes. Ça peut être aussi nos inquiétudes. Ça peut être aussi toutes les sensations physiques incommodantes. Comment on entre en relation avec notre inconfort. Et est-ce que la façon dont on entre en relation avec notre inconfort, est-ce que ça nous aide ou est-ce que ça nous nuit? Et puis voilà, puis on va avoir ensuite une période de questions. Si vous en avez, un échange, ça nous fera plaisir à Isabelle et moi. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à la collègue. Alors, donc, une question qu'on nous a posée dans le contexte de la parution du livre, c'est en quoi votre livre se distingue-t-il des autres livres qui sont déjà sur le marché? Alors, peut-être quelques éléments là, qui nous distinguent. Amélie et moi, donc, on est deux psychologues. On a vraiment voulu proposer dans le livre des stratégies qui sont basées sur les données probantes. Donc, les données probantes, dans le fond, c'est ce qui supporte l'efficacité, dans le fond, scientifique des stratégies. Et on a eu le souci, donc, de vous présenter des trucs, des outils qui ont fait leurs preuves au niveau scientifique, qui ne fonctionnent pas forcément pour tout le monde, mais qui ont quand même démontré une efficacité. Donc, ce n'est pas des trucs qui sont intuitifs ou juste basés sur notre expérience. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, sans vouloir non plus discréditer les gens, les nombreuses personnes qui ont écrit des livres sur l'anxiété, Amélie et moi, comme je disais tout à l'heure, nous sommes psychologues, donc on n'est pas des coachs de vie, on n'est pas des gens qui sont forcément des survivantes de traumatismes, tout ça, on est vraiment deux cliniciennes. Et on a voulu, dans le fond, présenter l'anxiété dans toute sa complexité et avec les nuances aussi. Avec notre expérience clinique, je pense qu'on est dans la mesure de proposer des choses qui sont aussi réalistes et peut-être de défaire un petit peu l'idée qu'on peut gérer ou maîtriser complètement notre anxiété. Dans les livres sur de psychopop, on entend souvent ces titres-là, maîtriser son anxiété, se débarrasser de son anxiété, contrôler son anxiété. Et on va voir qu'on a une vision un petit peu différente, Amélie et moi, du travail sur l'anxiété. Et finalement, vous allez voir, c'est ceux qui connaissent le livre ou si ça vous intéresse, c'est un livre qui est court.
moi, pour avoir acheté de nombreux livres qui ont terminé sur ma table de chevet, on voulait avoir vraiment un livre qui était, excusez-moi l'anglicisme, user-friendly, très pratico-pratique au niveau de la forme, très succinct aussi, pour qu'on puisse, dans le fond, passer à travers là, de façon quand même rapide et que ce ne soit pas un autre livre qui reste sur la table de chevet durant des mois. Donc, c'est un livre qui est facile d'utilisation aussi. Donc, voilà pour le petit topo sur pourquoi, ou en quoi plutôt ce livre se distingue-t-il des autres. Donc, Amélie, je vais te laisser passer à la étape suivante. Voilà. Donc, démystifier l'anxiété, c'était important pour nous parce que, bon, vous l'avez sans doute remarqué, l'anxiété a une mauvaise presse souvent et c'est normal. Beaucoup de gens en souffrent d'anxiété et quand on en souffre, on est porté évidemment à remarquer et à observer les impacts négatifs de l'anxiété. Mais comme on va le voir tout à l'heure, l'anxiété, non seulement c'est normal, mais l'anxiété a aussi des bienfaits. Donc, c'est important de voir cette émotion dans toute sa globalité. Et les mythes qu'on entretient par rapport à l'anxiété, c'est important d'en parler parce que si j'entretiens certains mythes, ça va venir influencer la façon dont je gère mon anxiété et même ça va probablement nuire à une gestion saine de l'anxiété. Donc, mieux comprendre l'anxiété, mieux la comprendre dans ses nuances, va nous aider à mieux réagir aussi lors d'épisodes ou lors de moments anxieux. Donc, on va aborder dans quelques minutes peut-être deux principaux mythes qui sont encore, en fait, qu'on entretient encore là, comme société par rapport à cette émotion-là. Ah, c'est ça. Mieux comprendre pour mieux réagir. Voilà. Super, merci. Effectivement, hein, ce que vous allez voir, c'est parce que c'est des mythes qu'on observe, Isabelle et moi, dans nos cabinets privés, dans notre pratique privée, mais on l'observe aussi bon, voilà, au quotidien. Donc, si on commence tout d'abord, peut-être même avant d'entrer de jeu, hein, juste brièvement, peut-être faire une petite distinction aussi entre le stress et l'anxiété. Hein, on va en parler, puis le but, c'est pas de, comme on dit, de s'enfarger dans les fleurs du tapis. On ne s'enfargera pas dans les termes, mais juste pour savoir un peu la différence aussi. Quand on parle de stress, on est vraiment avec une réaction physiologique de notre corps face à un danger. Alors que quand on parle d'anxiété, on fait plutôt référence à une émotion et qui est reliée à une perception de danger. Hein? Donc, c'est notre système nerveux qui s'active face à une perception de danger. Donc, il y a une notion, si on veut, de traitement de l'information, la manière dont on va percevoir les choses. Là, c'est comme Isabelle et moi, on a toutes les deux des petites lunettes. Vous aussi, peut-être, certaines participantes, on a des lunettes. Bien, c'est comme si nous, on a des petites lunettes, des fois, qui viennent teinter, changer, des fois, notre perception des événements et qui vont faire en sorte que, donc, on peut avoir une réaction d'anxiété qui est plus grande. Ce que là, on voit, c'est que c'est sûr que face à notre inconfort émotionnel, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit le stress, que ce soit de l'anxiété, des peurs, de l'inquiétude, mais toute forme d'émotion aussi en général, je vous dirais souvent notre premier réflexe quand on ressent de l'inconfort, c'est se demander « Qu'est-ce qui se passe? » Mais voyons, hein? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Souvent, c'est notre premier réflexe. Donc, on cherche à comprendre, mais c'est un peu comme un comprendre avec un petit arrière-goût de critique un peu, hein, puis de jugement, de se dire, ben voyons donc, pourquoi je me sens comme ça? Est-ce que c'est normal? Il me semble que ce n'est pas normal. Telle autre personne, elle ne semble pas réagir comme ça. Donc, c'est des fois basé une réaction sur le coup, d'essayer de comprendre, mais qui a un fond de jugement, puis de comparaison aussi aux autres, qui amène souvent finalement à une couche additionnelle de souffrance. C'est comme si j'ai ma réaction d'anxiété, puis en plus de ça, j'essaie de comprendre pourquoi, puis est-ce que c'est normal. Et donc, mais c'est un réflexe premier qu'on peut avoir face à l'inconfort. Excusez-moi, je vais passer ici, je n'ai pas l'air. Par contre, souvent, ce que ça fait, c'est que ça entretient un peu un mythe qu'on va regarder ici. Je vais vous inviter à regarder plus dans un premier lieu la courbe, où c'est plutôt une ligne descendante que vous voyez ici en orange. Dans le fond, ce qu'on voit ici, parce qu'on se pose souvent la question, est-ce que mon anxiété, est-ce qu'elle est
mon niveau d'anxiété, est-ce qu'il est normal ou est-ce qu'il est excessif? Et souvent, les gens ont cette première perception-là que moins j'ai d'anxiété, plus je performe, et plus j'ai de l'anxiété, moins je vais être efficace, je vais moins bien performer, je vais moins bien fonctionner. Donc, c'est ce qu'on voit dans la courbe orange que vous voyez, la flèche descendante. Vous voyez ici, parce qu'on a à l'horizontale l'anxiété, hein, et on a aussi en haut ici, à la verticale, vous avez l'efficacité, la performance. Alors, ce qu'on voit, c'est que si on a des taux faibles d'anxiété, on a la perception que ma performance, ça va être optimale. Et plus j'ai de l'anxiété, plus ma performance diminue. Cependant, ce qu'on observe et ce que la recherche montre aussi, c'est beaucoup plus comme une courbe en U inversée. Et ça, c'est intéressant parce que regardez, on voit que jusqu'à un certain point, vous voyez, si je n'ai pas assez d'anxiété ou j'ai des taux très faibles, bien, ma performance aussi et l'efficacité dans une situation, elle va être faible aussi. Hein? Et plus je ressens de l'anxiété, plus mon efficacité et ma performance dans une situation augmentent. On pourrait le voir dans un contexte de quelqu'un qui ferait une présentation importante. Bien, si la personne a zéro stress, donc c'est peut-être zéro préparé ou très peu préparé, risque d'avoir une performance plus faible. L'anxiété peut aussi amener à un peu se préparer, ça va nous propulser, aiguiser nos sens et donc la performance va augmenter. C'est sûr que, comme vous voyez, il y a un seuil où on est à une performance optimale. Et après ça, trop d'anxiété, effectivement, quand on regarde vers la droite complètement de la courbe, bien là, trop d'anxiété, ça vient nuire à ma performance et c'est là qu'on peut retrouver une souffrance inutile parce que là, bon, bien, mon anxiété est trop élevée, elle devient paralysante, elle interfère avec ma capacité de me concentrer, à faire les bonnes décisions. Donc, les stratégies qu'on va vous montrer aujourd'hui sont plus pour justement vous aider à sortir peut-être de cette zone-là d'anxiété, mais de vous amener quand même à une zone plus vers le haut de la courbe. On ne veut pas l'éliminer complètement non plus parce que ce qu'on observe, c'est que ça serait moins utile, moins efficace. Hein? Donc, ça, c'est une des choses qu'on voulait dire d'entrée de jeu. Et aussi, bien, de faire voir que notre anxiété, elle peut être notre allié. Ça paraît contre-intuitif, mais souvent, l'anxiété, quand elle est là pour nous indiquer qu'il y a peut-être quelque chose qui est important pour nous dans la situation. Donc, c'est comme si on avait à l'intérieur de nous un petit voyant lumineux. Hein? Ça, c'est un petit peu, on a mis ici un peu comme un voyant qu'on peut avoir, là, comme on peut observer des fois sur le tableau de bord dans une voiture. Et on peut avoir différentes réactions. Si on réagit à notre anxiété avec un mode panique, bien là, on risque de se dire « Ah non, pourquoi j'ai ça? Il faut que ça arrête, sinon je n'arriverai pas à fonctionner. » Et là, on va tomber en mode panique et on risque d'envoyer un message de toute façon à notre système nerveux que je suis en danger, puis ça risque d'augmenter nos réactions physiologiques de stress. Ce qu'on vous invite à voir, c'est de voir que finalement, quand j'ai de l'anxiété, peut-être de voir cette réaction-là, mais de prendre plus une position d'être observateur. Hein? Puis d'avoir un peu comme un mode, quand on dit d'observation, c'est de voir que finalement, notre signal d'alarme, il est utile et il est fonctionnel parce qu'il nous informe sur nos besoins dans une situation. Vous remarquerez la prochaine fois que ça aiguise puis qu'il y a des moments d'anxiété, souvent, il y a peut-être quelque chose qui est important pour vous dans la situation. Ça aiguise nos sens aussi. Hein? Ça nous aide à la performance, comme on a vu dans la courbe précédente. Donc, ça peut être un carburant qui peut être utile et ça nous permet une forme de prudence ajustée. Hein? Ça nous permet à quelque part de pouvoir mieux réagir dans une situation. On veut évidemment contenir un peu cette anxiété, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais déjà, dans un premier temps, si on réagit plus en mode observation, on va se mettre déjà dans un état où on va être plus disposé à faire face à la situation. Donc, on veut remercier finalement notre système nerveux d'avoir cette réaction-là initiale d'anxiété pour dire « Ah, ben merci de me guider. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui se passe? C'est quoi que tu essayes de me dire, système nerveux? » Fait qu'on vous invite à aller avec une attitude plutôt d'approche et de curiosité en ce sens-là. Alors,
Alors, on a mis cette image de boule, un peu de balle d'élastique tout mélangé, parce que souvent, quand on vit de l'anxiété, hein, le malaise apparaît sous une forme souvent diffuse, un peu sournoise. Alors, des fois, c'est pas clair, on se sent pas bien, on se sent fébrile, on se sent nerveux, mais on n'arrive pas vraiment à identifier précisément ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pourtant, c'est un travail important d'être capable de démêler ou de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Parce qu'avant même d'agir pour essayer peut-être de faire quelque chose avec mon anxiété ou d'adresser une situation, il faut que je sois en mesure vraiment de comprendre ce qui se passe. Et souvent, on s'arrête beaucoup au contexte de la situation. Je vous dis par exemple, j'ai eu un conflit avec ma collègue de travail, Sylvie, tantôt, puis là, je me sens vraiment pas bien, je me sens stressée. OK, mais pourquoi est-ce que je me sens stressée? Ce n'est pas forcément le conflit avec Sylvie, hein, c'est plutôt qu'est-ce que je me suis dit par rapport à cette situation-là. Hein? Est-ce que j'ai eu des pensées négatives? Est-ce que j'ai eu des inquiétudes par rapport à cette situation-là? Comment est-ce que quelles sensations j'ai aussi par rapport à cette situation-là? Quels sont les signes dans mon corps qui m'indiquent que je suis nerveuse? Et qu'est-ce que je fais aussi par rapport à cette situation-là? Donc, la situation objective, ce n'est pas elle qui va venir expliquer mon malaise, parce qu'on peut être 3 personnes différentes à vivre exactement la même situation et les 3 personnes auront des réactions différentes. Donc, oui, dans un premier temps, évidemment, quand je vis un inconfort, on va vouloir essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la situation, c'est quoi le contexte, mais vraiment identifier plus précisément ce qu'on a ressenti au niveau émotionnel, au niveau physiologique. Qu'est-ce que notre tête nous a dit? Hein? Vous savez, le petit bonhomme de bande dessinée avec la bulle, là, hein? Ça serait quoi le verbatim inscrit dans cette bulle-là? Et finalement, si un caméraman nous avait filmé dans ce moment-là d'anxiété, qu'est-ce qu'il nous aurait vu faire ou ne pas faire? Il y a aussi une petite plus-value à, je vous dirais, essayer de démêler son inconfort émotionnel. En fait, il y a des études en neurosciences qui nous disent que, évidemment, quand on est anxieux, hein, c'est le siège de l'amygdale qui réagit. Et le fait d'essayer de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça va venir faire activer le cortex préfrontal. Donc, ça va venir, dans le fond, solliciter un petit peu le côté cognitif de notre esprit, le côté cérébral, et ça va venir calmer un petit peu l'activité de l'amygdale. Donc, on peut ressentir un léger soulagement juste par le fait d'essayer d'identifier, de mettre des mots précis sur ce que l'on ressent. Évidemment, ça ne va pas éliminer l'anxiété ou l'inconfort, mais ça peut quand même provoquer ou entraîner un léger soulagement. Donc, c'est un peu un 2 dans 1, dans le fond, une petite plus-value au fait de faire ce petit travail d'introspection. Alors, on va maintenant regarder les mythes, hein? 2 principaux mythes qu'on a par rapport à l'anxiété. Un d'entre eux, c'est l'idée un peu qu'on peut contrôler nos pensées. Hein? Puis souvent, on entend ça. Hein? Vous parlez d'une situation, puis quelqu'un vous dit « Ah, pense pas à ça » ou bien « pense positif, tu penses trop négatif ». Je vais vous demander de fermer vos yeux pendant quelques minutes. On va faire un petit exercice. Je vais vous demander de visualiser pendant 30 secondes un chameau. Donc, fermez vos yeux tout le monde et essayez de vous imaginer dans votre tête un chameau, le désert, le sable autour. Pendant quelques secondes, donc on s'imagine bien le chameau, on s'imprègne de cette atmosphère de désert et d'exotisme. Voilà. Donc, tout le monde voit bien le chameau. Faire un lien avec mes origines égyptiennes. Ah là, oui, c'est ça. Elle aime bien ça. C'est bon. Avec l'hiver qui s'en vient, elle s'ennuie du désert. Donc, maintenant, je vais vous demander d'arrêter de penser au chameau. Donc, je veux que vous pensiez à tout ce que vous voulez, mais je vous demanderai à toutes de ne pas penser au chameau durant 30 secondes. Et si vous échouez, on vous demanderait de lever le doigt chaque fois que vous échouez. Donc, tout le monde, on essaie de ne pas penser au chameau.
On n'y passe pas. C'est vraiment interdit, là. Quand on échoue, on lève le doigt. J'aime comment il y en a qui Il y en regardent a un qui peu essaient de se partout concentrer pour sur autre essayer de chose changer les idées. et qui font On ne des vous voit pas efforts. toutes, hein? On ne vous voit pas OK. toutes présentement. Bon, on ne vous voit pas toutes, mais on peut imaginer ce qui se passe. Donc, c'est bon maintenant, vous pouvez revenir à l'écran, tout le monde, et rouvrir vos yeux. Alors, j'imagine que pour la majorité d'entre vous, ça a été extrêmement difficile de ne pas penser au chameau, alors qu'on vous avait donné une consigne bien claire de ne pas y penser. Alors, la petite expérience qu'on vient de vivre, c'est une expérience qui a été répétée de façon universelle dans différentes cultures et le résultat est à peu près le même, c'est-à-dire que les gens, finalement, pensent au chameau quand même. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que ça dit, c'est que plus on évite de penser à quelque chose, au contraire, plus on va y penser. C'est comme un peu une balle de ping-pong, une balle que je lance au mur. Plus je la lance avec force, plus elle va revenir. On peut imaginer ou faire le parallèle, évidemment, avec nos pensées, hein? Évidemment, si on a des préoccupations, des inquiétudes et qu'on essaye de ne pas y penser, bien, ça risque effectivement de ne pas fonctionner. C'est pour ça que ces fameux conseils de pense positif, pense pas à ça ou arrête d'y penser, généralement, ça ne fonctionne pas vraiment à éliminer la pensée. Et s'il y a certains d'entre vous qui ont réussi à ne pas penser au chameau pendant 30 secondes, parce qu'il y a toujours un petit tannant, une petite tannante là, qui réussit à ne pas y penser, bien là, vous l'avez fait durant 30 secondes. Mais imaginez-vous faire ça pendant 12 heures. Hein? Ça serait vraiment impossible de vous concentrer tellement sur quelque chose pour ne pas penser à ce qui vous inquiète, ce qui vous préoccupe. Donc, c'était un des premiers mythes qu'on voulait déboulonner, l'idée qu'on a un contrôle sur nos pensées. Donc, on ne peut pas empêcher la survenue de certaines pensées. Maintenant, on peut travailler notre rapport aux pensées. Une fois que les pensées sont là, il y a des choses qu'on peut faire avec ça. On n'aura pas le temps de soulever cet aspect durant la présentation, mais dans le livre, évidemment, il y a un chapitre sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec nos pensées parasites ou nos pensées négatives. Donc, on va y aller avec le deuxième mythe maintenant. Alors, un autre mythe qu'on entretient souvent, c'est l'idée qu'on doit éliminer les émotions désagréables. Et ça, évidemment, même dans le discours populaire, dans les livres, un peu qu'on voit sur le marché, contrôler l'anxiété, maîtriser l'anxiété. Il y a comme un peu l'idée que dans la vie, il y a des émotions positives et il y a des émotions négatives. Et pour beaucoup de gens, l'anxiété est associée à quelque chose qui est néfaste ou dangereux. C'est aussi une émotion, des fois, qu'on va interpréter comme étant anormale. Les autres gens ne réagissent pas comme ça dans la même situation que moi. Ils s'en font bien moins, ils sont bien moins anxieux que moi. Ce que je vis, ce n'est pas vraiment normal de s'en faire autant pour cette situation-là. L'anxiété, parfois, est perçue comme un signe de faiblesse, d'incompétence, d'absence de contrôle de soi, de manque de confiance en soi. Ça, on l'entend souvent. Et peut-être un autre aspect qu'on voit, c'est que quand on vit des moments d'anxiété, on a l'impression qu'ils vont persister de façon indéfinie. Hein? Et curieusement, quand on se sent heureux, serein ou joyeux, on est tout à fait conscient et réaliste que c'est un moment éphémère. Hein? On profite de ce moment de sérénité ou de bien-être parce qu'on sait qu'il ne restera pas indéfiniment. Pourtant, quand on vit de l'anxiété, on a parfois l'impression que ça va vraiment durer et qu'on ne s'en sortira pas. Donc, cette idée de dualiser ou de dichotomiser les émotions négatives versus les émotions positives, c'est pas quelque chose qu'Amélie et moi, on trouve très, très aidant au niveau de la clinique. Nous, on préfère voir l'anxiété, dans le fond, les émotions sur un continuum. C'est-à-dire, il y a des émotions qui sont franchement plus agréables et il y a des émotions qui sont, disons, moins agréables, comme l'anxiété, comme la peur, comme l'inquiétude, mais ce ne sont pas forcément des émotions négatives, ce sont des émotions qui sont inconfortables par moment. Voilà. Puis merci. Puis c'est une nuance qui est importante parce que quand
parle d'émotions, si on perçoit ça comme des émotions négatives, bien, on envoie tout de suite un peu un message un petit peu indirect que ce n'est pas normal, que c'est dangereux. Et donc, ça risque de nous amener à un mécanisme qu'on va présenter tout de suite, qui est le mécanisme de lutter. Hein? Ce que l'on voit, puis ça, c'est un mécanisme normal. L'être humain est vraiment, de manière générale, il est programmé pour fuir tout ce qui est souffrant, pour essayer d'éviter ce qui est désagréable. Donc, si je ne suis pas bien confortable sur ma chaise, hein, je vais rapidement changer de position. On est habitué, si on a un inconfort, on va essayer d'enlever de l'inconfort. On n'est pas contre ça, mais c'est juste qu'il y a une idée générale. C'est un peu comme notre premier réflexe quand on a un inconfort, c'est d'essayer de résister ou de lutter pour ne pas ressentir l'inconfort émotionnel ou physique. Et notre question, c'est vraiment de se demander, bien, est-ce que ça fonctionne? Hein? C'est programmé là depuis des milliers d'années, hein? Mais est-ce que ça fonctionne, ce mécanisme de lutte? Justement, ce qu'on voit, c'est que cette idée que de se battre avec ce que l'on ressent, ça a plutôt un effet paradoxal, ça maintient l'inconfort. Donc, ce qu'on entend par la lutte, si on avait à le définir, quand on dit qu'on rentre en mode lutte contre notre inconfort, c'est vraiment à partir du moment où vous dépensez beaucoup d'attention, d'énergie, vous concentrez vraiment toute votre attention sur essayer de contrôler, maîtriser, minimiser, essayer de faire disparaître votre inconfort. Ce que l'on voit, c'est que paradoxalement, ça a l'effet inverse. Ça va augmenter nos sensations désagréables, incommodantes. Hein? Donc, ça revient un peu à tout à l'heure quand je vous présentais le premier réflexe quand on a notre petite alarme à l'intérieur. Si on résiste, hein, bien, le système d'alarme il risque de persister. Et c'est justement ce dicton-là qu'on voit ici de Carl Jung qui dit « Ce que l'on résiste persiste ». Puis la suite du 3 petits points, ça serait aussi « Ce que l'on embrasse s'efface ». Hein? Donc, de garder un petit peu ce message en tête. Hein? On le sait avec la douleur, par exemple. Si je résiste à la douleur, ma sensation de douleur risque d'augmenter. On le sait également, là, on va approcher avec la saison hivernale ici au Québec. Hein? Si on résiste au froid, quand on marche, on risque de ressentir encore plus le froid. Donc, et pour ça, justement, on va faire un tout petit exercice. Puis peut-être pour cet exercice-là, je vous demanderais... Là, peut-être que je vais avoir besoin juste d'une petite interaction. Vous pouvez ouvrir vos micros temporairement. On va les refermer juste après l'exercice. Hein? Tout le monde, si vous le savez un petit peu sur le côté à droite, en haut, pour activer les micros. On va tous ensemble, fait que déposer, si jamais certaines d'entre vous, vous avez un crayon. Puis on va serrer nos poings très fort ensemble, comme ça, pendant 30 secondes. On va serrer les poings. Et je vais vous demander à voix haute de peut-être nous dire comment vous vous sentez quand vous serrez les poings. S'il y a un mot-clé qui pourrait décrire les sensations. Prenez le temps d'observer et de bien serrer. Douleur. Douleur. Inconfortable. Inconfortable. Fâché. Fâché. OK, ça... Oui. Tendu. Tendu. On veut que ça arrête. On veut que ça arrête. Fait que j'ai la pensée, je veux que ça arrête. Oui. On continue. Moi, je crois que je ne me sers pas assez fort. Moi, je suis très bien. Ah, plus fort, madame. Plus fort. Moi, j'ai mes ongles qui rentrent dans mes mains. Là, je peux vous assurer que ça fait ouch. OK? Donc, on a tendu. Rentre dans vos paumes, madame. Et Comme si ça, on ça ouvre les mains, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Chaleur. Soulagement. Détente. Fraîcheur. Ah oui, détente. Super. Ben merci. À la normale. Hein? On se reparlera tout à l'heure. Faire fermer les micros pour pas qu'il y ait trop de bruit de fond, d'interférence. Mais voilà. C'était juste une petite image pour illustrer que souvent, quand on a un inconfort émotionnel, même dans notre tête, notre premier réflexe, on est un peu comme ça, à serrer les poings, parce que ah non, pas encore, pourquoi? Et puis, ben, finalement, on se rajoute une couche de plus, vraiment, de souffrance, et on envoie indirectement un message à notre cerveau hein, que je suis en danger.
Donc, Isabelle, tout à l'heure, a parlé avec la petite capsule, justement, à neurosciences, bien, tout l'effet de nos mots. Mais quand on lutte comme ça, on s'envoie le message que « Ah, c'est pas normal ». On vous invite à un petit peu essayer d'être plus en posture d'ouverture, puis de curiosité et de finalement faire de la place à l'inconfort émotionnel. Ce que ça implique, on peut faire de la place, c'est juste cette idée de comprendre que nos inconforts, on s'entend là, on s'en passerait tous. C'est pas un moment agréable, mais ça reste que c'est un moment, et c'est un moment qui n'est pas dangereux ni anormal. Hein, que la souffrance, nos inconforts aussi émotionnels font partie de la vie et qu'on peut aussi poursuivre notre chemin, poursuivre notre journée avec un certain seuil d'inconfort. Okay? Ce qu'on vous demande, dans le fond, c'est cette idée de faire attention aux premiers réflexes. Dès que j'ai de l'inconfort, j'essaie de résister. Mais est-ce que je pourrais juste ralentir quelques instants pour essayer, bon, on peut prendre le mot, il y en a qui ne l'aiment pas, accueillir l'inconfort, faire de la place. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas prendre toute la place. C'est souvent en disant, bien là, si je laisse ça entrer, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais c'est notamment le cas avec les gens qui ont tellement d'anxiété que ça peut faire, exemple, une attaque de panique, vraiment beaucoup de symptômes d'anxiété. Bien, souvent, ils ont l'impression que si je me laisse ressentir, ça va vraiment dégénérer et prendre toute la place. Et c'est plutôt l'effet contraire qu'on observe. Hein, ça a vraiment beaucoup plus... prenez les images que vous voulez. On vous invite à j'aime bien l'image de faire l'algue dans une vague. Hein, aussi, être un peu plus, de se mettre mou puis de se permettre de ressentir. Donc, l'idée, ce n'est pas de mariner dans son inconfort pendant des heures, mais simplement, ne serait-ce que quelques secondes, dès qu'on a un inconfort qui se présente, le premier réflexe, c'est de lutter. C'est peut-être juste d'essayer, est-ce que je peux peut-être pendant 30 secondes, 1 minute, juste me laisser ressentir, puis peut-être essayer de mettre des mots sur ce que je ressens. Juste de faire ça, déjà, ça va diminuer l'intensité, la durée de l'inconfort émotionnel. Et quand on parle de mots, on peut aussi incarner l'idée de faire de la place à notre inconfort avec les mots qu'on se dit dans notre tête ont vraiment un effet sur notre réaction dans notre corps. Hein? Souvent, face à l'anxiété, on a souvent des questions comme, on a mis ici 3 exemples, c'est beaucoup avec des « mais ». Hein? J'aimerais poser une question pendant la conférence, mais j'ai peur que ma question soit non pertinente. Hein? J'aimerais appeler un ami, mais j'ai peur de la déranger. J'aimerais avancer dans mon travail, mais j'ai peur de ne pas prendre la bonne direction dans ma rédaction. Hein? Vous voyez, ces « mais-là » qu'on se rajoute, souvent, ça incarne la lutte. Hein? C'est comme « j'aimerais ça faire ça, mais ». Fait que juste le fait de se dire des « mais » risque d'avoir un effet sur notre comportement. Tout à l'heure, Isabelle a parlé de notre mécanique interne, mais ces mots-là vont avoir un effet sur notre comportement. J'aimerais poser une question, mais j'ai peur d'avoir l'air folle ou fou. Bien, ça risque de faire en sorte que je risque moins de poser ma question. Hein? J'aimerais appeler une amie, mais j'ai peur de la déranger. Encore là, le « mais » risque de nous freiner. Des fois, juste de substituer le mot « mais » par un « et ». C'est tout simple, mais vous voyez, on pourrait se poser les mêmes questions. J'aimerais poser une question et j'ai peur que ma question soit non pertinente. J'aimerais appeler une amie et j'ai peur de la déranger. J'aimerais avancer mon travail et je ne suis pas certaine d'aller dans la bonne direction. Le « et », vous voyez, ça ne sera pas magique, ça n'enlèvera pas, ça n'enrayera pas complètement l'inconfort, mais ça a quelque chose de beaucoup plus inclusif et qu'on peut avoir une peur ou des pensées et le faire quand même. C'est ce qu'on veut vous faire voir, parce que souvent, on a ce mythe que je dois me débarrasser de ma peur pour pouvoir aller de l'avant. Mais avec le « et », ça fait en sorte qu'on peut aller de l'avant avec notre peur, puis finalement, bien, des fois, on peut être agréablement surpris. Donc, merci Amélie. Donc, on va maintenant aborder donc un autre volet. On trouvait que c'était particulièrement pertinent d'en parler dans le contexte actuel. On va parler d'incertitude. Donc, on a un chapitre aussi dans notre livre qui s'intitule un peu « Apprendre à mieux composer avec l'incertitude ». Hein? Et l'incertitude, c'est dans toutes les sphères de notre vie.
Donc, par rapport à notre santé, nos finances, nos relations, nos enfants, notre travail, notre avenir. Et Voltaire, déjà, le disait il y a très, très longtemps, l'incertitude est inconfortable, mais la certitude, elle, absurde. Et généralement, l'être humain est assez peu friand d'incertitude. Les gens préfèrent évidemment avoir des garanties dans la vie, être certains de comment les choses vont se passer. Et évidemment, ben, cette quête-là de certitude peut être génératrice d'anxiété, comme on va le voir. Donc, Amélie, merci de... Voilà. Et évidemment, si on est peu friand de l'incertitude, il y a, je dirais, quand même des gens qui sont plus tolérants à l'incertitude que d'autres. Donc, sur un continuum là, de gens très, très tolérants versus de gens qui sont quasiment allergiques à l'incertitude, on peut se situer à différents niveaux sur le continuum. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, on peut être mal réagir à l'incertitude dans certains contextes de notre vie, par exemple par rapport à notre travail, à nos relations, être plus tolérant à l'incertitude dans d'autres sphères de notre vie, comme notre santé, par exemple, ou bien, etc. Quand on parle d'allergie à l'incertitude, on fait souvent l'analogie à l'allergie au beurre d'arachide. Quelqu'un qui est très allergique au beurre d'arachide, ça ne prend pas grand-chose pour réagir. Donc, même un petit peu de beurre d'arachide sur le couteau dans l'assiette du voisin, s'il est en contact, ne serait-ce qu'un petit peu, peut avoir une forte réaction d'anxiété. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est allergique à l'incertitude? Bien, ce qu'on peut voir des fois, c'est que est-ce qu'on a tendance à se faire des scénarios catastrophes? Quand on n'est pas certain de comment les choses vont se passer, est-ce qu'on va facilement scénariser le pire qui pourrait arriver? Est-ce que quand on n'est pas certain des choses, on a du mal à aller de l'avant, à prendre des décisions, à faire des choix? Est-ce qu'on est plutôt figé ou paralysé par l'incertitude? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on n'a pas l'espèce de besoin viscéral de se débarrasser de ce sentiment d'incertitude, de se débarrasser de cet inconfort-là en faisant des choses rapidement ou en prenant des décisions rapides, un petit peu impulsives? Donc, il y a différents modes de réaction qu'on peut avoir quand on est allergique à l'incertitude. Et ces comportements-là sont importants parce qu'ils nous parlent, en fait, de notre rapport à l'incertitude. Donc, il y a deux grandes familles de comportements qu'on peut adopter face à l'incertitude. Donc, ceux du mode frein, ceux du mode surréaction. Donc, ceux du mode frein, je vous donne quelques exemples. Évidemment, il y en a plusieurs. Ça peut être, par exemple, éviter des situations parce qu'on n'est pas certain de comment ça va se passer. Par exemple, des situations nouvelles. Ça peut être procrastiner par rapport à certaines choses parce qu'on n'est pas certain de comment on va s'enligner, si on n'est pas certain de comment on va aborder la tâche. Remettre en question des décisions, c'est-à-dire dire qu'on allait le faire, puis finalement changer d'idée, puis revenir à la première décision parce qu'on n'est jamais sûr si c'est la bonne décision. Au niveau de la surréaction, comme exemple, on peut voir par exemple la tendance à aller se faire rassurer. Quand on n'est pas certain de nous, de notre choix, donc demander des avis à beaucoup de gens autour de nous, juste pour être plus sûr de nous. Ça peut être, par exemple, se surpréparer par rapport à une situation, en faire plus que le client en demande, là, en bon français, pour être sûr que ça se passe bien. Aller chercher beaucoup d'informations avant de faire un choix, avant de se décider, tout faire soi-même, ne jamais déléguer parce qu'on n'est pas certain de comment les autres vont faire. Donc, ce sont des comportements du mode surréaction. Dans les deux cas, que ce soit les comportements du mode frein ou qu'on soit dans la surréaction, notre objectif, c'est de diminuer notre sentiment d'incertitude et de diminuer notre inconfort émotionnel. Donc, ce sont des comportements qui ont cette fonction-là. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tous ces comportements-là qu'on déploie pour s'enlever de l'inconfort, pour diminuer notre sentiment d'incertitude, est-ce que ça fonctionne vraiment à éliminer l'incertitude et l'anxiété dans notre vie? Eh bien, non, parce que force est de constater que quand je procrastine, quand j'évite, quand je me fais rassurer, ça fonctionne de façon temporaire. Donc, je peux avoir un soulagement temporaire,
Mais évidemment, l'anxiété va revenir la prochaine fois que je vais être exposée à une situation qui est analogue. Tous ces comportements-là ne m'aident pas à être moins anxieux et inquiet dans la vie en général. Hein? C'est efficace sur le coup, mais je n'arrive pas à enrayer ou à diminuer mon anxiété vraiment de façon efficace et de façon permanente. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas capable d'enlever cette incertitude, de diminuer cette incertitude et que les autres le peuvent? Hein? Souvent, les gens ont un petit peu cette impression-là. Ben, c'est parce que si j'avais plus confiance en moi, si j'étais plus sûre de moi, évidemment, j'aurais peut-être pas ces enjeux-là ou cette anxiété-là. Mais l'incertitude, c'est vraiment un élément qui est inhérent à la vie. Ça peut paraître un peu simple, en même temps, on l'oublie. C'est un peu comme la mort, c'est comme refuser d'accepter la mort. Il y a quelque chose de très illogique là-dedans. Bien, l'incertitude, c'est pas une question de compétence, c'est pas une question de confiance, de volonté, de mérite ou de justice, c'est inhérent à la vie et que dès que je suis exposée à des situations qui sont nouvelles, ambiguës, imprévisibles, bien, je peux avoir évidemment des réactions parce que je ne suis pas certain de comment les choses vont se passer. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'est pas certain de comment ça va se passer. Donc, toute cette quête de certitude, ces comportements-là qu'on déploie ne fait qu'entretenir l'idée aussi qu'un malheur serait arrivé si j'avais fait autrement. Si je m'étais fait confiance pour prendre une décision par moi-même, peut-être que je me serais vraiment trompée. Si j'avais, par exemple, affronté cette situation au lieu de l'éviter, peut-être que ça se serait passé de façon catastrophique. Si j'avais confié cette tâche-là à telle personne, peut-être qu'évidemment, on aurait eu de graves problèmes. Donc, tous ces comportements-là, au contraire, entretiennent l'idée des problèmes qui pourraient arriver, des catastrophes. Évidemment, comme peu de catastrophes ou peu de ces conséquences-là arrivent vraiment, parce que quand on se fait des scénarios, hein, la plupart de ces scénarios-là négatifs n'arrivent pas. Évidemment, dans certains cas, oui, mais dans beaucoup de cas, non. Mais c'est quand même beaucoup d'énergie et de temps dépensé, finalement, pour rien. Oui, et alors donc, qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'on voit là que l'incertitude, finalement, elle est inhérente à la vie. Hein? On sait également que l'incertitude, à quelque part, bon, ben c'est ça, on va devoir, quelque part, l'apprivoiser parce qu'elle est là. Ce qu'on sait aussi, et ça, la recherche aussi le montre, c'est que tant et aussi longtemps qu'on demeure allergique à l'incertitude, on va continuer aussi à s'inquiéter. Donc, il y a vraiment un lien, hein, en jargon de science, on parle de corrélation, hein, il y a vraiment un lien qui est là entre plus je suis allergique à l'incertitude, plus je vais avoir des symptômes aussi d'anxiété et de tendance à m'inquiéter, à me faire du souci, etc. Donc, sachant un peu que l'incertitude, elle est un peu inhérente à la vie. On en vit beaucoup en ce moment, hein? De semaine en semaine. On ne sait pas trop comment ça va se passer, etc. Donc, finalement, on a à se positionner face à l'incertitude. Puis, évidemment, bien, on peut continuer, comme on a vu, à essayer de chercher à rendre les choses plus certaines, mais ça va faire un peu comme l'image que vous avez vue dans l'acétate précédente. C'est un peu comme un seau troué, c'est un éternel recommencement, comme Isabelle vient de dire. Et qu'on vous invite plutôt à essayer d'apprivoiser l'incertitude. Mais concrètement, comment on apprivoise l'incertitude? Ça n'arrivera pas comme ça un beau jour, vous allez vous lever un matin et vous allez dire « Tiens, je me sens prête à apprivoiser l'incertitude ». Ça se fait, il n'y a pas un déclic cognitif qui se fait, ça se fait vraiment par l'action. Donc, c'est vraiment en posant des actions et en agissant comme si j'étais plus à l'aise avec l'incertitude que vous allez devenir tranquillement plus à l'aise avec l'incertitude. Donc, ça peut être en se posant tout simplement des questions comme, bien, dans telle situation, si j'avais moins peur, qu'est-ce que je ferais? Hein? Donc, plutôt que laisser toute l'anxiété décider, se demander, bien, si j'avais moins peur, je ferais quoi? Des fois, on a peut-être des gens autour de nous qui sont peut-être moins allergiques à l'incertitude, qu'on considère quand même des personnes bien responsables, qui partagent des valeurs communes. On ne parle pas de quelqu'un qui je ne sais pas, qui se pose aucune question, mais quelqu'un digne de confiance que vous avez dans votre entourage, mais peut-être vous sentez qu'il tolère mieux l'incertitude. Mais vous pourriez aussi prendre cette personne-là comme référence dans votre tête et vous dire, tiens, qu'est-ce que cette personne-là ferait dans cette situation?
pour s'inspirer un peu de cette philosophie pour être plus tolérant face à l'incertitude. Hein? Et donc, toujours cette idée-là d'agir comme si j'étais plus à l'aise, à force de poser des petits gestes. On vous invite avec des petits pas à la fois. C'est avec des petits pas qu'on bâtit cette confiance-là aussi, puis qu'on en vient à apprivoiser l'incertitude. C'est cette idée d'aller de l'avant avec notre inconfort et aussi en acceptant de ne pas savoir à l'avance quel va être le résultat. Et qu'on peut aller de l'avant avec des doutes. C'est après coup qu'on risque finalement de faire des observations qui vont nous être plus utiles. Donc voilà, ça tire à sa fin. Je le sais que c'est... Puis on veut laisser du temps pour que vous, si vous avez peut-être des questions, des réflexions, donc on veut laisser cet espace-là aussi. Vous allez voir, dans notre livre notamment, c'est plein de petits chapitres. Il y a tout un chapitre comme sur les pensées. Donc, si vous voulez prendre un petit peu plus d'informations pour comment mieux composer avec mes pensées souffrantes dans l'anxiété, il y a un chapitre sur comment prendre du recul face aux pensées. Et aussi tout un chapitre sur comment mieux composer avec l'incertitude au quotidien. On a des chapitres aussi pour développer des habiletés complémentaires aussi, apprendre à se parler avec compassion et bienveillance. Ça paraît simple, mais on a beaucoup plus tendance à avoir de la compassion pour les autres dans un moment difficile que quand c'est nous qui vivons un moment difficile. Alors, on peut apprendre aussi à se parler avec compassion et apprendre à bien se connaître aussi par rapport à ses valeurs, mais aussi ses forces. Donc aussi peuvent nous aider, peuvent nous guider et nous aider à développer de la résilience émotionnelle. Donc, il y a différents chapitres dans le livre si vous voulez aller chercher d'autres stratégies. Et puis, voilà, on vous remercie de votre attention. Et puis, merci à tous. Oui, puis on pourra aller tranquillement avec chacun à son tour. On ouvre le micro, puis on peut poser la question si vous en avez. Évidemment. Oui. Juste ouvrir votre... Oui. Moi, je travaille avec des personnes atteintes de cancer. J'ai une jeune femme qui a de 3 à 6 mois à vivre. J'aimerais savoir, pour l'aider à apprivoiser l'anxiété de la mort, de ce qui s'en vient, je lui donne beaucoup de stratégies, la respiration, bien s'entourer, mais je voudrais que vous me donniez peut-être un petit extra, parce que j'ai votre livre, mais peut-être que vous êtes habitué à confronter des personnes qui ont ça. Oui, là, c'est sûr que je pense que quand on parle d'apprendre à aller de l'avant avec l'incertitude, c'est surtout dans les situations du quotidien. Là, je pense que la personne vit une situation exceptionnelle, donc on serait moins dans ce volet-là. Je pense que c'est beaucoup, sans doute ce que vous faites déjà, hein, c'est beaucoup de permettre de la place aux émotions, hein, de sortir pour, des fois on veut essayer de les contenir, les contrôler. Je ne sais pas si la personne elle a des proches autour d'elle ou autre, mais des fois on veut garder, on confond des fois la solidité, hein, ou la force comme étant je ne ressens pas, on le voit notamment hein, dans les combats aussi avec le cancer, là, de dire je vais battre, je vais combattre, puis on est beaucoup dans, on parlait de lutte, là, mais on est beaucoup dans ça, que je peux comprendre qu'il y a un peu un aspect de guerrier là-dedans, mais que c'est aussi correct d'avoir très peur et je pense, de se permettre de ressentir ces émotions-là pour les humaniser. D'emblée, c'est ce que... Oui, je pense peut-être, madame, vous auriez peut-être pour répondre à votre question, peut-être, il y a des livres qui ont été faits par rapport à l'oncologie ou des interventions psychologiques qui peuvent être faites avec une clientèle qui souffre de cancer. Vous auriez peut-être des interventions un petit peu plus précises pour cette clientèle-là. Parce que notre livre s'adresse plus, je vous dirais, de façon générale, à l'anxiété qu'on peut vivre dans notre vie en général. Mais c'est sûr que quand on vit des situations comme ça, un peu hors du commun, là, c'est sûr, puis en fait, comme disait Amélie, l'approche est la même. Là, on ne peut pas contenir cette émotion-là, on ne peut pas enrayer. Et souvent, j'imagine que comme proche ou comme intervenant, on peut vivre de l'impuissance aussi. Mais non, vous avez de bonnes réponses. Et puis, merci, j'ai votre livre. Et puis, c'est pas mal ce que je fais avec les gens, mais je trouvais ça intéressant de voir aussi le point de vue de deux autres. On a l'impression que j'en fais peut-être pas assez, oui. Mais c'est énorme déjà de permettre un espace de confiance où la personne peut, dans le moment qu'elle a l'échange avec vous, se permettre de nommer ce qu'elle ressent, de faire part, puis que toutes les émotions
sont légitimes, sont les bienvenues et qu'elles font du sens. Peut-être des fois, il y a un sentiment d'essayer de faire du sens avec tout ça, une urgence un peu d'agir. Donc, on a le désir d'avoir du contrôle sur des éléments qu'on n'a pas de contrôle, mais il y a peut-être des petites actions sur lesquelles elle peut avoir du contrôle au quotidien. Donc, si elle a des choses qu'elle aimerait dire, qu'elle aimerait faire, des choses qui font du sens pour cette personne-là, bien, je l'inviterais à faire des petites actions comme ça pour ne pas être juste en mode passif et d'attendre, mais des fois de reprendre une forme de contrôle comme ça par des actions qui font en anglais, on dit meaning making, hein, qui font du sens. Ben, ça redonne aussi de l'énergie. Oui, mais merci. Oui, merci à vous. Est-ce J'ai qu'on une a d'autres question. questions? J'ai jamais fait ça de l'anxiété. J'ai commencé à en faire au mois de septembre pour réaliser, en tout cas plusieurs temps, là, que finalement c'était ça que je faisais. Mais je me demande, c'est une période que je vis en ce moment, mais est-ce que ça se règle ça à un moment donné? Parce que, tu sais, j'ai commencé à faire de la marche, je m'alimente bien, je dors bien, tu sais, mais ça me stresse juste à penser de dire, ben, est-ce que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans? Quand on commence à faire de l'anxiété, est-ce qu'on en fait pour le restant de ses jours ou c'est juste une période transitoire? Mais je vous dirais que notre réponse va peut-être être un petit peu peut-être plate, madame, mais elle touche un petit peu à ce qu'on vient de dire, effectivement. Je pense que toute la question d'incertitude, c'est souvent ce que les gens vivent. Quand les gens vivent un épisode d'anxiété, toujours la question, bien, quand est-ce que ça va finir, ou est-ce que ça va se calmer, ou est-ce que ça va se poser? Puis effectivement, bien, c'est toujours très difficile à dire parce que tout le monde a une trajectoire un peu différente. Donc, des fois, il y a des gens qui vivent des moments plus situationnels. Il y a des gens qui ont une anxiété qui traîne avec eux au long cours, qui est plus ou moins forte là, selon les périodes de leur vie. Mais je vous inviterais peut-être à essayer peut-être quand on a parlé tout à l'heure, d'essayer de ne pas lutter contre l'anxiété, d'essayer aussi ce discours-là, toutes ces questions-là, ça va s'arrêter quand? Bien, malheureusement, on n'a pas de réponse claire à ça. Puis je dis souvent aux gens, hein, si on connaissait le bouton pour peser puis dire, hey, on arrête ça, cette émotion-là, là, on vous enlève votre malaise, bien, on serait peut-être bien riche. Puis donc, les émotions, elles partent, elles reviennent, elles varient dans leur intensité. On n'a pas, on ne pourrait pas, je pense, vous répondre, est-ce que vous n'avez pour 1 mois, pour 6 mois, pour 1 an, est-ce que ça va s'arrêter tout d'un coup? Vous allez probablement trouver des solutions aussi, des façons pour disons, mieux composer avec ça, mais c'est aussi le but de notre livre, hein? Apprendre à apprivoiser l'anxiété plutôt que de vouloir l'éliminer. Parce que, en fait, la vie, c'est ça, en fait. C'est qu'on n'a pas de contrôle sur la survenue de l'émotion. On peut juste essayer de modifier et d'apprivoiser cette émotion-là, de modifier notre rapport avec cette émotion-là. Mais ce qui est paradoxal, J'ai acheté votre livre aussi. oui. Ce qui est paradoxal, par contre, c'est que plus on apprend à l'apprivoiser. Puis quand on dit apprivoiser, c'est pas se résigner à l'anxiété. Non, c'est ça. Quand on apprend à l'apprivoiser, finalement, paradoxalement, l'inconfort émotionnel dure moins longtemps. Et que c'est certain que j'aimerais vous dire, hein, ça va être vraiment, ça va être le 24 avril 2021, là, ça s'arrête là. Hein? J'aimerais ça pouvoir vous le dire. Mais ce qui est certain, c'est ce qu'on sait, c'est qu'il y a des façons de réagir à votre inconfort actuellement qui vont faire en sorte que ça peut durer plus longtemps ou pas. Donc, c'est sûr que quand on vit une période, pour vous, vous avez l'impression que c'est relativement nouveau, ou finalement, on dit, oups, ben là, c'est peut-être les événements, il y a des événements de vie. C'est sûr qu'il y a tout ce qui se passe présentement aussi, qui est situationnel et qui va avoir aussi une fin quand même, malgré tout. On veut donner de l'espoir dans ça. On veut aussi donner de l'espoir avec l'anxiété parce que oui, il y a des stratégies. Les stratégies qu'on présente, c'est vraiment ce qu'on fait, Isabelle et moi, dans notre cabinet. C'est des stratégies qui sont efficaces. Mais ça demande un peu de temps, de patience à appliquer.
à chaque jour, si déjà la prochaine fois que vous avez une montée d'anxiété ou vous les sentez, ces sensations-là, au lieu de se dire « Ah non, pas encore, ah, quand est-ce que ça va arrêter? C'est pas normal, j'avais pas ça avant, Moses », c'est que là, c'est que vous allez avoir votre anxiété, puis on rajoute, tu sais, de la frustration, même, on est dans une ère de performance, hein, fait qu'on peut aussi vouloir performer à gérer son anxiété, fait qu'il faut faire attention, on peut se rajouter un stress de plus, mais tout simplement se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour m'aider dans ce moment difficile? Qu'est-ce que j'aurais de besoin? Par contre, si ça vous empêche de faire des choses, peut-être vous demandez, bien, si j'avais moins peur, est-ce que j'irais à telle place? Est-ce que je ferais telle chose? Est-ce que je poserais telle action? Si vous avez, dans le fond, pour que le plus possible, ça soit vous qui décidiez et vos valeurs et non votre anxiété. Tout en vous respectant. Là, des fois, on a des journées où on est fatigué et ça prend le dessus. Mais s'il y a d'autres fois, chaque fois que vous pouvez vous dire, bien, si j'avais moins peur, qu'est-ce que je ferais? Et de oser des petits pas à la fois, vous allez plus l'apprivoiser, puis ça va être moins fréquent. Et puis, je conclurai peut-être par une remarque, peut-être, madame, en vous posant la question, comment vous avez fait pour pas avoir de l'anxiété avant? Parce que c'est quand même intéressant de dire, bien, effectivement, là, ça vous est arrivé, il y a peut-être des événements de vie qui expliquent ça, mais si vous avez réussi à passer une bonne partie de votre vie sans anxiété, ou du moins sans être vraiment affecté par ça, bien, peut-être de vous interroger sur comment vous avez fait. Parce que des épreuves, vous avez dû en passer déjà, vous avez déjà eu des moments difficiles probablement dans votre vie. Donc, peut-être d'essayer de voir s'il n'y a pas des éléments de recette dans votre passé qui pourraient vous aider à composer avec ce que vous vivez actuellement. Ah, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Ça va m'aider. On a tout un volet sur les forces. Isabelle est en train de parler de notre chapitre sur nos forces qu'on peut avoir. Et puis, c'est très intéressant, toute la question de ça, parce qu'effectivement, vous savez, quand on travaille aussi en clinique, nous, dans notre travail avec Amélie et moi, c'est sûr que les gens viennent nous voir en voulant, évidemment, travailler des choses qui ne vont pas bien dans leur vie, mais il y a tout un courant de la psychologie en recherche qui s'appelle la psychologie positive, où, en fait, on s'est intéressé aux moyens naturels que les gens faisaient pour aller mieux dans leur vie. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas consulté, n'ont pas pris forcément de médication, mais on a tous en nous des moyens pour aller mieux parce qu'on a tous vécu et tous des épreuves et souvent, on oublie comment on est passé à travers des moments difficiles antérieurs. On a comme l'impression que ce qui se passe là c'est comme la première fois que ça nous arrive ou là, c'est débilitant. Mais on a tous passé à travers. Donc, de se questionner sur comment on a fait aussi pour surmonter certaines épreuves, comment on a fait pour gérer cette anxiété-là ou du moins mieux vivre avec. On a quand même des éléments de réponse aussi en soi. Donc, voilà, je vous inviterai à faire ce petit travail introspectif aussi, madame, et puis les autres aussi, là, si ça vous intéresse. Non, merci infiniment. De rien. D'autres questions? Je ne sais pas, effectivement, je regarde le temps. Souad, est-ce qu'on a le temps pour peut-être une dernière question? Oui, effectivement, ça peut être la dernière question, si ou un commentaire. Ouais. Est-ce qu'on a une question, commentaire? Moi, oui, moi je dirais que dans le fond aussi, être doux envers soi-même. Je pense que des fois, on est tellement exigeant qu'on se critique beaucoup, mais s'accueillir avec amour, puis avec tendresse. Puis des fois, je dis toujours, pensez, si c'était vous, la petite fille qui était devant vous, qu'est-ce que vous feriez si elle était anxieuse? Bien, vous la prendriez dans vos bras, vous la consoleriez. Oui. Fait que je pense que c'est ça, être doux envers soi-même, puis accueillir qui on est, avec les parties ombre et lumière. Oui. Oui. On va se laisser sur ça parce que c'est très vrai. C'est beau. Vous l'avez fait naturellement. Je vous ai vu mettre votre main comme ça sur votre cœur. Fait que ça peut être quelque chose même qu'on peut rajouter dans un moment d'anxiété. Plutôt que de dire « Ah non », puis d'être comme ça là, avec les poings, de juste des fois venir déposer sa main. Hein, puis de s'encourager aussi, de dire « Regarde, c'est un moment difficile. Ça fait partie ça arrive, on peut tous vivre ça. Ça fait partie d'une humanité partagée. Hein? Puis, qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre en ce moment? Qu'est-ce que j'aurais de besoin? Est-ce que je peux me l'offrir? Donc, oui, ça amener de la douceur
de la chaleur, effectivement, c'est un excellent antidote à l'anxiété. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Remercie Souad ou Rama vraiment pour cette initiative. Pour nous, on était très, très contentes, Isabelle et moi, de pouvoir co-animer cette petite causerie. Alors, on vous remercie beaucoup. C'est vraiment innovant. Ce n'est pas toutes les bibliothèques qui font ça comme ça. Donc, merci Rama de votre initiative. Oui, super. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci tout le monde. C'était un plaisir partagé. Un grand merci. Au revoir. Au revoir. Merci. On lâche pas. On lâche pas. On reste positive. Un grand merci. Un grand merci.